Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce premier atelier du premier congrès numérique de la profession des experts comptables. Je suis avec l'ami Jean Saffort. Bonjour Jean. Bonjour, bonjour Que Gabi. Tout le Bonjour à monde, tous, bonjour à toutes, bonjour à tous. tout le monde connaît Jean, mais faut-il quand même rappeler qu'il est le fondateur de jedéclare.com, qu'il est le président d'ECF Service et qu'il a été l'ancien vice-président du Conseil sup en charge de l'innovation. On est donc avec un expert du sujet qui nous réunit, le document électronique. Et Jean, vous n'y allez pas par quatre chemins. Le titre de votre atelier, le document électronique, enjeu majeur pour la profession. Pourquoi diable? Ah ben, c'est ce que l'on avait déjà annoncé à nos confrères en 2020, en ouvrant Je déclare, hein, en 2000, pardon, en ouvrant Je déclare. On leur avait dit d'abord les téléprocédures, c'est ce qu'on a fait jusqu'en 2015. Maintenant, on a une deuxième étape qui arrive de 2020 à 2025, c'est le document électronique pour prendre complètement en main la dématérialisation des entreprises. Donc là, l'enjeu est fixé. Je vous propose d'organiser cet atelier, si vous le voulez bien, en deux parties. Tout l'environnement numérique, et il est très dense, il est très fourni, et puis le cycle de vie du document, c'est-à-dire sa création, sa distribution et son archivage. Est-ce que ça vous va comme ça? Oui, oui, bien sûr, parce qu'on va bien sûr commencer par une partie importante qui la réglementation du numérique, parce que les confrères se posent toujours la question si ce truc-là, c'est légal ou pas légal, quoi. Alors, deux petites précisions avant d'entrer dans le vif du Ah, sujet. oui. D'abord, le document PDF, le compte-rendu exhaustif de cet atelier sera disponible dès ce soir sur l'onglet Replay de la page d'accueil du e-congrès. Vous posez les questions dès lors que vous avez une question à poser, tout simplement en écrivant sur l'onglet qui est juste en bas de votre feuille, et on essaiera de s'en faire l'écho. En tout cas, je m'engage à essayer de répercuter vos questions autant que faire se peut tout au long de cette heure que nous passons ensemble. Alors on va démarrer par cette réglementation juridique. Est-ce que l'environnement, je le disais, est très fourni, l'environnement juridique, tous les droits sont concernés, tous les codes? Oui, ça y est, enfin, on a attendu très longtemps, mais maintenant c'est fait. Le code civil qui impacte complètement maintenant l'original électronique, le code fiscal, le code social, les règlements européens, là, et puis on verra bien sûr, comme on parlera de la facture et du bulletin de paie électronique, des législations particulières pour chaque type de document qui nous intéresse. Alors la première question qu'on doit se poser quand même, c'est la définition de l'écrit électronique. Qu'est-ce qui caractérise un document électronique? Voilà. Alors, ça y est, on a enfin l'ordonnance du 10 février 2016 qui nous a défini clairement ce que c'était qu'un original électronique et un original électronique signé. Voilà. Donc, on a deux articles du Code civil très, très, très importants. L'article 1366 qui va nous dire que l'écrit électronique a la même valeur que l'écrit papier à partir du moment où il est intègre, premièrement, c'est-à-dire qu'il est non modifiable, certifié, non modifiable, et deux, qu'il identifie la personne dont il émane. Voilà. Donc c'est très important. L'original, c'est un fichier intègre, non modifiable et authentifié. Là, on est dans les conditions de la valeur probante du Ah document, c'est oui, ça? totalement. Il a la même valeur probante, ça lui définit ça, cette intégrité, cette authentification, c'est sa valeur probante, c'est un original électronique. Ensuite, deuxième article, 1367, le suivant, qui va nous dire non seulement ça peut être un original, mais un original en plus signé. C'est-à-dire, dans le monde papier, je prends mon stylo, voilà, et j'ajoute en plus à cet original un gris-gris. Ça s'appelle une signature. Et dans ce cas-là, en plus, je vais identifier son auteur en disant ce document-là, il est original signé et j'en assume la responsabilité, il est choix de moi-même, j'en suis responsable. Voilà. Donc deux articles très proches, c'est les mêmes outils, mais deux façons de faire sur ces deux types de documents. Et très concrètement, comment est-ce qu'on peut visualiser cet original scellé ou l'original signé? Voilà. Alors c'est simple, quand vous êtes, comme tout le monde travaille sur du PDF, c'est super, on a des standards maintenant. Donc quand un document scellé ou signé s'ouvre, vous avez un bandeau bleu en haut du document, un bandeau bleu, et dedans vous avez deux petits dessins différents. Un petit sceau qui voudra dire
qui voudra dire document certifié, scellé. D'ailleurs, quand on utilise la signature de l'ordre « Je signe expert », c'est carrément marqué « certifié par le Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables ». Donc ça, c'est un scellement, il y a un petit sceau qui apparaît en haut à gauche du bandeau. Deuxième type de façon de savoir, donc ça c'est un 1366, un original électronique. Ensuite, vous avez un deuxième signe qui peut apparaître, une mouette ou un tic vert, là chacun, il y a une appellation française ou anglaise, le tic vert qui nous dit signé au moyen de signature valable, et là ça veut clairement dire, là c'est Jean Saffort qui a pris son stylo et qui a dit non seulement c'est un original électronique et j'en assume, j'adhère à l'acte et j'en assume l'intégrité. Bien. Alors, le problème, c'est qu'on a en magasin de nombreux documents papier. Et si je ne veux pas interrompre la chaîne du numérique, il va falloir que je les numérise, ces documents. Est-ce qu'eux aussi sont soumis à des règles très particulières? Est-ce que cette numérisation doit répondre à un cadre juridique particulier? Vous voyez, à l'époque, quand j'étais président de la FNTC, Fédération nationale des tiers de confiance, j'avais écrit au ministre pour demander un petit peu qu'on puisse justement numériser ces documents et faire ce que j'appelle un double électronique fidèle, conforme à l'original papier. Donc, on l'a eu également dans ce même code civil, l'article 1379, et on appelle ça la copie fiable. Alors, avec des conditions qu'on va voir un petit peu plus loin, ça veut dire que je peux prendre un document papier, je le scanne, je fais un certain nombre de petits trucs dessus, et puis ça me donne un double électronique conforme à l'original fiscal et avec la même valeur probante. C'est-à-dire qu'il a la même valeur que j'ai mon original papier, ma copie fiable, les deux ont la même valeur. Je pourrais même déchirer l'original papier. Bon, j'en suis pas là, parce que pour l'instant, mes originaux, j'ai tendance à ne pas les détruire. Alors, une question, vous allez trouver que je suis mauvais esprit, que j'ai mauvais esprit, mais on parle souvent de l'autonomie du droit fiscal. Comment le droit fiscal regarde cette question du document électronique? Est-ce qu'il est en marge ou pas? Oui, non, Gabi, vous avez parfaitement raison. Vous avez parfaitement raison. Cette foutue autonomie. Ça aurait été trop simple que l'administration fiscale puisse faire se rattacher au Code civil. Non, ce n'était pas possible. Il fallait qu'il fasse son propre texte. Alors, le Code civil nous a fait un décret le 5 décembre 2016, voilà, qui va définir, on va voir après, les conditions de cette copie fiable. Et derrière, il a bien sûr fallu loi de finances 24 jours plus tard, le 29 décembre 2016, la loi de finances rectificative 2016, qui nous parle de la numérisation des factures papier. Alors, c'est exactement la copie fiable, à 2-3 chouilles après dans le détail du BOI à la place de celui du décret, mais il a bien fallu cette autonomie du droit fiscal sacro-sainte et on s'en passera jamais. Mais enfin, malgré tout, ça va dans le bon sens. Alors, on peut égratigner, taquiner un peu, mais malgré tout, ça va dans le bon sens, c'est le principal. Donc, vous êtes de bonne humeur ce matin. Est-ce que... Ouais, parce qu'il y a des jours, je suis un peu plus caustique. Est-ce que cette numérisation des factures papier, elle n'est pas trop compliquée à réaliser? Alors, quelques maîtres mots qu'on va retrouver un petit peu dans les outils dont on va parler après pour ce document électronique. Hein, et donc, bon, ça, c'est l'arrêté du 22 mars 2017 du texte fiscal. Hein, donc, qui nous dit clairement, voilà, quand vous scannez un document, d'abord, vous le scannez, il faut qu'il soit à l'identique du document. Donc, vous scannez tout. Voilà. Derrière, on va nous dire, faites-en un peu un truc qui ressemble à un original électronique. Donc, scellez-le électroniquement. Voilà, un coup de scellement. Un coup de redatage quand même pour savoir à quelle date on a créé ce double électronique, cette copie fiable, cette numérisation de facture papier. Et après, on dit, tout ça, il faut le conserver et l'archiver électroniquement. Donc, vous voyez, on est totalement dans ce qu'on a commencé à évoquer, le cycle de vie, c'est-à-dire qu'on nous dit clairement, il faut le créer, il faut le protéger et il faut l'archiver sur sa durée de vie totale. On aura forcément l'occasion de revenir sur ces 3 étapes. Alors, on a parlé des impôts. Est-ce qu'en matière sociale, est-ce que nos amis de l'URSSAF, eux aussi, ont eu quelques velléités de faire bande à part ou est-ce qu'au contraire, ils se sont fondus dans les nouveaux textes? Là, je vais pouvoir sourire, là, parce qu'en effet,
Chic alors, on n'a que 2 textes, on n'en a pas 3. Parce que dans leur arrêté du 23 mai 2019, l'URSSAF, les URSSAF nous ont dit ah ben nous ça va, vous pouvez prendre dans le cadre du contrôle, dans le cadre des échanges avec vos URSSAF et tout, vous pouvez faire de la copie numérique de documents électroniques et on reprend l'article 102 du Code de procédure fiscale, on reprend le texte des impôts. Chic alors, on n'a que 2 textes, on n'en a pas 3. C'est déjà pas mal, mais c'est pas parfait, mais c'est pas mal. Alors, vous me voyez venir avec mes gros sabots, forcément on va parler de l'échelon européen. Est-ce que là aussi il y a une nouvelle donne? Est-ce que là aussi il va falloir varier les plaisirs, ou est-ce qu'au contraire on a des textes qui sont conformes aux nôtres? Oui, alors tous les textes pour le scellement, la signature, tout ça qui n'était pas bien défini, c'était des anciens textes de 2000-2001, et chaque pays avait ses textes. Bon, voilà. Alors, depuis le 1er janvier 2016, vous voyez, tous les textes que je vous donne, c'est du 2016, 2017, on est très très proche, tout ça, ça a été fait en 24 mois, tous nos textes arrivent à peu près en même temps. Et donc, on a un règlement européen, IDAS. Donc, un règlement européen, ça veut dire c'est pas une directive avec une transposition, c'est un texte d'application directe dans l'ensemble des États de la communauté européenne. Donc, c'est particulièrement important. Donc, depuis le 1er juillet 2016, nous utilisons des outils qui sont reconnaissables d'un pays dans l'autre. Par exemple, Je signe expert qui a été créé fin 2017. Il est IDAS, voilà. Et donc, très clairement, cette réglementation, ce règlement européen, nous définit clairement ce qu'est l'identification électronique du citoyen européen, sa signature, le scellement par des cachets, ce qu'on appelle des cachets électroniques, le redatage, le recommandé, l'authentification site web, enfin voilà, toutes les fonctionnalités qui vont amener l'identité numérique, la sécurité et puis la reconnaissance sécurisée sur tous les endroits, les sites où je peux aller me promener. Alors, on a vu l'environnement juridique, on va entrer dans le sujet de la facture électronique, un des deux documents électroniques existants, la facture et le bulletin de paye, évidemment, on va aborder ces 2 thèmes. La facture électronique, ça fait pas mal d'années qu'on en parle, et les textes ont évolué aussi. Vous pouvez nous en dire un mot? Oui, parce que les textes, on avait des vieux textes de 2002, 2003, c'était un petit peu suranné tout ça, voilà, et donc on a une directive européenne de juillet de 2010 qui est venue changer tout ça, et l'article 62 de la loi de finances rectificative de 2012, applicable à partir de 2013, voilà. Et notamment, on va voir qu'il y a dans les instructions administratives, les textes importants, c'est les BOI du 18 octobre 2013, mais au niveau des textes, je les énumère rapidement. Ils seront dans le support qui sera téléchargeable. De toute façon, tous les textes que j'ai énumérés, voilà, seront dans le support pour permettre aux confrères un petit peu de se raccrocher. À partir de ce soir, sur l'onglet Replay, vous pourrez télécharger le document correspondant à cet atelier. Donc, on a parlé du volet juridique, mais il y a un calendrier aussi associé à cette facture électronique. Bah oui, on sait bien qu'en France, une loi sans obligation, ça n'avance pas beaucoup, donc il faut nous mettre un gendarme derrière tous les arbres sur la route, on le sait bien. Donc très clairement, bah oui, on nous a mis 2 types d'obligations. Donc une première obligation pour le secteur public, c'est-à-dire quand j'émets une facture à l'attention de l'État, d'un établissement public, c'est très nombreux, c'est 100 000 établissements en France. Donc aussi bien les régies, les communautés de communes, les écoles et tout. Donc on pense toujours que ça ne concerne pas nos clients, mais moi, tous mes artisans, j'ai beaucoup d'artisans qui interviennent l'été dans les écoles, par exemple. Donc ça concerne beaucoup de nos clients. Donc, il y a eu un calendrier d'obligations pour cette obligation d'émettre une facturation électronique vers le secteur public. Et donc, c'est depuis le 1er janvier 2020, toutes les entreprises sont concernées, puisqu'on avait commencé en 2017 avec les grosses. Bon, je passe les différentes étapes, mais depuis le 1er janvier 2020, toute entreprise qui facture un service public ou un établissement public doit obligatoirement émettre une
une facturation électronique. Ça se fait sur Chorus Pro, hein, donc on a là-dessus une plateforme où sont déposées toutes les factures à l'attention du secteur public. Tiens, vous avez peut-être entendu la question de Yamina du coup, parce que Yamina nous dit comment utiliser Chorus Pro pour nos clients si ceux-ci n'ont pas de numéro SIRET. Dans notre cas, il s'agit de groupement de RIE, restaurant interentreprise. Ah. Aïe, aïe, aïe. Alors, la base de Chorus Pro, justement, Chorus Pro repère aussi bien l'émetteur que le destinataire à partir de son SIRET. Hein, donc là, il va falloir faire la demande d'un SIRET à l'administration. Il faut absolument avoir un SIRET, sinon on va être coincé. C'est l'élément de base. Il faut avoir le SIRET de l'établissement auquel on envoie la facture, et il faut avoir son propre SIRET également pour être connu. C'est la base, malheureusement, on ne sait plus faire sans SIRET. Alors, Jean, on entend souvent deux termes différents. On parle de facture électronique et de facturation électronique. Est-ce qu'il y a... Alors, oui. Je crois qu'il y a une petite... J'ai parlé de la première obligation, on a oublié la seconde, parce que alors, du coup, je me suis arrêté sur le public. Pas, pour ma part, je n'ai pas oublié, mais vous allez... Voilà. Ouais, non, parce qu'il y a une deuxième obligation, hein, avant de venir un petit peu sur le document, c'est qu'après le secteur public, on a le secteur privé, donc le gros paquet de nos factures. Bon, et là, l'article 153 de la loi de finances 2020 instaure une nouvelle obligation. Et là, on me dit que dans leur relation interentreprise, deux entreprises qui se font une facture vont avoir l'obligation de faire de la facturation électronique ou une facture électronique avec l'envoi des informations de la facture à l'administration fiscale. Bon, et ça, c'est une obligation qui va arriver très vite, puisque c'est entre 2023 et 2025 un calendrier qui doit nous être donné normalement avant fin septembre 2020. Donc là, on est en plein dedans, et donc c'est pour bientôt 2023, c'est très 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 proche. Vous voyez, là, vous-même, vous avez parlé de facturation et de facture. Alors, est-ce qu'on peut faire la différence? Parce que, oui, dit comme ça, on n'est pas oui. Et pourtant. Oui, mais il y a beaucoup d'ambiguïté. Alors, le meilleur moyen, c'est de prendre un petit exemple. Hein, c'est très simple. Hein. Aujourd'hui, beaucoup de personnes s'envoient un simple fichier PDF par mail ou par un système sécurisé, on en parlera tout à l'heure. Donc, on voit beaucoup comme ça d'échanges électroniques. Ce fichier PDF étant un simple PDF, voilà. C'est ça, on va appeler ça de la facturation électronique. J'envoie un fichier, c'est de la facture électronique. C'est de la facturation électronique. Ce n'est pas de la facture électronique. La facture électronique, c'est le même document qui serait scellé électroniquement, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, article 1366 du Code civil, c'est-à-dire donc un original électronique. Bon, et là-dedans, l'administration fiscale nous a prévu deux types d'obligations différentes. Parce qu'on a vu tout à l'heure que si j'utilise une facture électronique, elle est intègre, on authentifie celui qui l'a faite, donc elle porte sa force probante. C'est un original électronique non modifiable. Bon, si je vous envoie un PDF, ou bien je vais recevoir votre facture, après le congrès, c'est normal, nécessairement, ou moi je vous facturerai, je ne sais pas, on verra bien dans quel sens. Si j'envoie un PDF, il est modifiable. Ça ne fait pas sourire. il est modifiable. Donc à partir de ce moment-là, on va dire, attention, c'est comme dans le monde papier, si je fais une facture papier ou un simple envoi d'un PDF, on va me dire, attention, vous devez obligatoirement adjoindre, accoler à la facture, rapprocher cette facture de sa piste d'audit fiable. Donc, à minima, son bulletin de livraison ou ordre de fabrication. Donc, ça veut dire une complexité que dans nos petites entreprises, on n'est pas toujours à l'aise. Elles ne sont pas très bien organisées pour ça. Donc, dans 90% des entreprises, des TPE, nous, le rapprochement de la facture et du bon de livraison, bien souvent d'ailleurs, on n'a même plus de bon de livraison. Quand je suis livré, tiens, ce matin en venant, là, je suis arrivé, j'étais arrêté derrière un camion. Bon, il livrait deux cartons à un magasin. Le gars, il livre ses cartons, puis à la fin, il lui a sorti une petite tablette. Voilà. Il a demandé de faire un gris-gris sur la tablette au commerçant. Ok, et ben le commerçant, il est où son bon de livraison? Il ne l'a plus.
il est chez le transporteur. Et la plupart du temps, on ne l'a pas. Donc, on a rupture de la piste de dite fiable. Donc voilà, on préfère... Une question de Patrick, qui est en lien direct avec ce qu'on est en train de dire. Ouais. Patrick, en pratique, les fournisseurs envoient de plus en plus leurs factures par mail sous la forme PDF non scellée. C'est juste le fichier original Word ou Excel ou logiciel de facturation édité sous PDF. Quelles conséquences ? Faut-il que le client l'imprime pour ne pas être en position de risque? Autrement dit, surtout ne pas présenter le fichier PDF lors d'un contrôle fiscal. Ben voilà, c'est exactement la bonne question, parce que là, je suis en simple facturation électronique. Donc, nécessairement, cette facture-là, il faut que je la rapproche de son bulletin de son bon de livraison. Voilà. Donc, piste d'audit fiable. Alors après, bon, il y a plein de formations sur la piste d'audit fiable, je ne vais pas me lancer dessus. Mais donc, piste d'audit fiable. Bon, si le même document, comme on va le voir aussi un petit peu après, si le même document est scellé électroniquement, il a sa propre force probante. L'original se suffit à lui-même et je ne suis pas embêté. Donc très clairement, on va dire, ne faites pas de la simple facturation électronique, faites de la facture électronique à partir de 2023 sous ces deux formes. Facture scellée, comme on a vu tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle l'article 289.7.2 du Code général des impôts. Ou faites, alors pour les grandes entreprises, c'est plutôt de l'EDI, c'est l'autre solution de la facture électronique, la facture EDI. Donc ça se fait dans les grands secteurs d'activité, l'automobile, la grande distribution, le BTP, la finance, hein, dès qu'il y a un gros donneur d'ordre dans la branche d'activité. Voilà. Mais pour nous, ça ne concerne pas beaucoup l'EDI. Donc chez nous, c'est la facture scellée, l'original électronique, la facture électronique. Je l'appelle volontairement de plusieurs noms pour essayer de bien imprimer dans les esprits, mais pas un PDF simple. Un PDF scellé électroniquement pour qu'il ait sa force probante et que ce soit un original électronique. Alors, j'allais vous demander si les experts comptables disposaient d'outils pour réaliser et traiter ces factures électroniques, mais d'abord, pour que Yamina ne m'en veuille pas, elle a apporté un complément à la question qu'elle a posée tout à l'heure. Elle a dit si le groupement de restauration a mis en place un mandat de facturation auprès d'une entité qui dispose d'un numéro SIRET, est-il possible de renseigner le numéro SIRET de ce mandataire en lieu et place du numéro SIRET inexistant du mandant? Ah, ben voilà, ça c'est une très bonne question et ça va être relié à ce qu'on va dire après. Bon, en effet, bien souvent nos clients vont être coincés. Donc nous, experts comptables, il va nous arriver de faire des factures pour eux. Et c'est bien une conséquence importante. Et pour faire une facture pour quelqu'un, je vais disposer d'un mandat. La loi Pacte de mai 2019 nous donne enfin le droit de recevoir mandat pour émettre des factures, mandat éventuellement aussi pour provoquer des règlements pour le compte de nos clients, ce qui est une nouveauté de notre réglementation pour pouvoir aller vers la facture électronique. Et juste pour finir et raccrocher avec ce qu'on s'est dit entre scellement et signature, j'ai une très grosse différence dans ce cas-là, puisque quand j'émets une facture scellée, une facture électronique, je l'émets au titre d'un mandat. Là, je reprends bien les termes de ce qui a été dit. La question est parfaite, merci. J'aurais dû la glisser dans la foule, même pas besoin, elle est arrivée toute seule. Super. Donc, j'ai un mandat, je fais une facture pour le compte de mon client. J'ai juste émis une facture qui est intègre, facture électronique, et qui authentifie que ça a été fait par le cabinet pour le compte du client. Voilà. Je ne la signe surtout pas, parce que si je la signe, je dis je suis responsable des données de la facture. Or, en faisant un scellement, je n'ai fait que prendre un fichier Word, Excel, PDF, un brouillon de facture, je l'ai transformé en faisant mon scellement électronique, je l'ai transformé en original électronique. Et donc, c'est une opération technique pour faire d'un brouillon un original électronique. Et par contre, surtout, je ne la signe pas. Sinon, je dirais que c'est moi qui suis responsable de ce qui est marqué dedans. Et moi, je ne veux pas certifier que ce qu'a marqué mon client, c'est bon. Voilà. Donc, je certifie sa facture, je la scelle, mais surtout, je ne la signe pas, je n'en assume pas les conséquences. Jean, une question courte de Jean-Pierre, réponse rapide. Si on imprime le PDF, est-ce que ça vaut facture, comme si on avait émis une facture papier?
C'est une facture papier, piste d'audit fiable, comme tout à l'heure, puisque la piste d'audit fiable, c'est l'échange électronique ou la facture papier. Les experts comptables vont-ils avoir des outils pour traiter ces factures électroniques? Et ben voilà, il arrive, il a été annoncé au congrès l'année dernière, jefacture.com. Donc après jedéclare.com, il y a eu jesignexpert.com, maintenant on a jefacture.com. Ouais, bon, jefacture.com, ça ouvre en juillet prochain et c'est donc ça va nous permettre de traiter aussi bien le flux de vente, le flux des factures clients, que le flux des factures fournisseurs. Bon, je commence par chaque cycle, le cycle des ventes. Donc, je vais pouvoir, soit pour le compte du cabinet, soit pour le compte de mes clients, je vais pouvoir créer des factures, distribuer ces factures à mes clients ou aux clients de mes clients. Ah oui. Voilà. Ah oui, parce que si je facture avec un mandat de facturation, comme on l'a dit tout à l'heure, je vais faire des factures pour mes clients, je vais leur proposer ce service, et je pourrais même avoir du virement SEPA instantané, du SEPA Mail, du SEPA Web, pardon, que l'on pourra mettre en place, puisqu'on pourra même proposer de mettre un outil de paiement à l'intérieur de cette facture pour que le client final de la facture puisse régler directement cette facture électroniquement pour faire un cycle continu. Donc ça, c'est le cycle client. Ça, c'est le cycle client. Après, il y a le cycle fournisseur. Voilà. Donc le cycle fournisseur, toutes ces factures qui sont électroniques qui se baladent, puisque si on a vu tout à l'heure que le fait de l'imprimer, ça n'a pas de valeur, le papier n'a pas de valeur, l'original est bien l'électronique, le papier n'est qu'une copie si je l'imprime. Hein. Donc sur les factures fournisseurs, on va aller les collecter, parce que pour pouvoir, c'est assez compliqué. Je vais en trouver qui vont arriver. D'abord, il y en a qui seront encore en support papier. Je ferai des copies fiables. J'en ai qui vont arriver par mail. J'en ai qu'il va falloir aller ramasser sur les comptes des grands facturiers, EDF, France Télécom, tous les grands facturiers. Et puis, j'en ai d'autres qui vont être faites sur d'autres plateformes de facture électronique comme jefacture.com. Et donc, très clairement, il faudra que j'aille ramasser. Ça sera le deuxième boulot de jefacture.com. Il ira ramasser toutes les factures fournisseurs aux différents endroits où ça se balade, un peu comme on ramasse aujourd'hui sur jedéclare.com les relevés de compte bancaires. Hein. Donc là, Jefacture fera la même chose pour les factures aux différents endroits où elles se trouvent. Et on pourra même faire une prestation de full service complémentaire et on pourra même proposer aux clients de générer les paiements de ces fournisseurs pour lui. Collecte et mise en paiement. Et archivage aussi, j'imagine. Ah ben bien sûr, parce qu'automatiquement, il est, comme on va le voir un petit peu plus loin, je ne peux pas créer un original sans avoir un moyen de collecte. Sinon, c'est comme si je signais un document papier, je le mets à la poubelle. Bon, donc voilà, dans le monde électronique, même sécurité, archivage systématique. Ça, c'était pour la facture électronique. Je propose de passer au bulletin de paye électronique. Oui. Là, c'est la loi El Khomri, la loi travail, hein, qui régit ce bulletin de paye électronique. C'est ça, donc la loi toujours, alors juillet 2016, hein, je remets des repères pour bien faire voir aux gens que tout est sorti à ce moment-là, hein, donc l'article 54 de la loi El Khomri, la loi dite loi travail, voilà, qui nous dit clairement que, sauf opposition du salarié, je peux émettre un bulletin de paye électronique. Alors on va voir qu'il y a des... c'est quand même assez strict hein, sur la façon de faire. Et notamment, on va me dire, il faut qu'il soit rattaché, ce que j'appelle au CPA, hein, donc le compte personnel d'activité du salarié, qui doit pouvoir retrouver ses bulletins de paye électroniques à partir de son CPA éventuellement. Mais donc, une mise en place d'un dispositif qui va nous permettre de mettre en place le bulletin de paye électronique. Avec un décret très important et plus récent, lui, que la loi El Khomri. Ah oui, vous voyez, toujours à la même époque, hein, 16 décembre 2016, vous voyez, c'est la même époque que la copie fiable, que la loi de finances sur la facture, le double de la facture numérique. Vous voyez, tout ça, ça arrive vraiment. 2016, ça a été une année, 2016-2017, tous les textes arrivent là, quoi. Hein. Alors, là, par contre, celui-là, il est compliqué. Bon, les gens ne le voient pas à l'écran, ils l'auront dans le support. Hein, je remets une couche. Hein. On m'avait dit que je dois le répéter combien de fois dans l'intervention on peut télécharger le document relatif à cet atelier à partir de ce soir sur l'onglet Replay que vous retrouverez évidemment à l'accueil de notre congrès numérique. Ça, c'est dit.
Troisième citation. Si je suis payé à la citation, ça va fonctionner cette histoire. Alors, ce schéma de distribution, qu'est-ce qu'il faut? Alors, voilà, soyons sérieux parce que bon, là, je voulais que les gens se détendent un petit peu. Ah, voilà. Le bulletin de paie électronique, il est un petit peu compliqué à mettre en œuvre et on va voir que du coup, il y a un seul outil qui nous permettra de faire ça. Bon, tout d'abord, on nous dit, bon, il faut prévenir le salarié un mois avant, ça, tout le monde sait le faire, pas de problème. Mais surtout, il faudra bien sûr un document intègre, c'est dit dans la loi, donc ça veut dire scellé électroniquement. On revient toujours à un document électronique scellé, ça ne change jamais, voilà. Et avec une garantie de disponibilité pour le salarié et une conservation, attention, tenez-vous bien, 50 ans. 50 ans. Ah ouais, 50 ans. Bon, éventuellement, si le salarié est un petit peu ancien ou jusqu'à l'âge de ses 75 ans. Mais en tout cas de cause, ça, c'est vachement compliqué. Hein. Et donc, on va voir dans les outils, on va voir un petit peu comment ça peut se faire. Mais très clairement, il a été créé des outils très, très sécurisés pour ce genre de choses. On va en reparler juste après. Donc, très clairement, un seul outil sait faire ça. Les coffres-forts numériques, ce qu'on appelle les CFN, coffres-forts numériques, qui s'appelait avant coffre-fort électronique, qui s'appelle maintenant coffre-fort numérique. Voilà. Donc, très clairement, il faut passer par le biais de ce type d'outil, puisque le salarié doit pouvoir conserver 50 ans cet outil. Et qu'il doit pouvoir l'atteindre depuis son CPA, compte personnel d'activité, voilà, qui va recenser tous les coffres-forts numériques dont on va parler juste après. Alors justement, hein, on a tout fait, on a créé, on a distribué, il faut archiver. Quelles sont les règles légales, les obligations dans ce domaine? Alors, avant de les archiver, on va déjà les échanger. Et donc, pour les échanger de façon sécurisée, on va voir, c'est la fin de notre partie. Hein, donc, grosso modo, il y a deux façons de faire. On va créer un coffre-fort numérique employeur, voilà, qui, si j'ai 17 salariés par exemple, qui n'ont pas refusé, puisqu'il faut que le salarié a le droit de refuser le bulletin de paie électronique. Donc, si j'ai 17 acceptants, voilà, je vais avoir mon coffre-fort numérique employeur qui va les déposer dans les 17 coffres des salariés. Coffre de salariés qui va être à la disposition exclusive. Je ne peux que déposer dedans, je n'ai pas le droit de l'ouvrir. Il a ses propres codes, lui seul a accès à son coffre, et là c'est très très strict, il y a là-dessus une réglementation terrifiante, si jamais je ne respecte pas cette sécurité du salarié qui est détenteur exclusif de son coffre. Donc l'employeur va à partir de son coffre fort numérique déposer dans tous les coffres des salariés. Ça c'est le premier schéma. Deuxième schéma qu'on voit aussi, qu'un de nos éditeurs de paye bien connus a mis en place, au lieu de déposer à partir d'un coffre-fort employeur dans les coffres des salariés, les coffres-forts salariés sont obligatoires, je ne peux pas faire sans. Voilà. Mais soit je dépose à partir d'un coffre-fort numérique, ou deuxième schéma, je peux, si j'ai une plateforme sécurisée, un espace d'échange sécurisé, on va redéfinir ces termes-là après, je vais à partir de la plateforme d'échange, c'est ce que fait l'éditeur Silae d'ailleurs, à partir de la plateforme d'échange, je vais déposer, c'est la plateforme d'échange sécurisée qui va déposer dans chaque coffre de mes 17 salariés, dans l'exemple que j'avais pris avant. Alors, je précise que je reçois de nombreuses questions, mais avec un tout petit peu de décalage sur les factures. Donc, je me propose de les répercuter à la fin de ce rendez-vous. Comme ça, on déroule avec logique votre raisonnement. Et donc, on en est là, j'ai un peu anticipé tout à l'heure, à la conservation de tous ces documents. Qu'est-ce qu'il faut retenir en matière légale dans ce domaine très sensible aussi? Déjà, on sait bien qu'un original, ça a une durée de prescription. 6 ans fiscal, 5 ans pour la paye, 10 ans pour le commercial. Donc, on ne va pas se poser la question avec tous les délais de conservation. On va faire 10 ans pour tout, un point c'est tout. Au moins 10 ans. Et puis éventuellement, si on veut conserver certains documents plus longtemps, pourquoi pas? On a vu 50 ans pour le bulletin de paye du salarié. Bon. Donc, pour la profession, la profession génère pas mal d'originaux électroniques, puisque la loi, je ne vous ai pas parlé de la vieille loi sur la comptabilité informatisée, novembre 1983. Bon, donc ça, c'est le Certains de ceux qui nous écoutent n'étaient pas nés.
Ah, et voilà, et oui, et voilà. Et les plus anciens connaissent le bouquin bleu, là, sur le plan comptable, le bouquin bleu décret de novembre de 1983. Vous voyez, je parle bien d'un millénaire antérieur, hein. Bon, donc les fichiers de la comptabilité sont des originaux. Donc on doit les conserver. Les factures électroniques sont des originaux. Il n'est pas concevable de ne pas les conserver. Les bulletins de paye électroniques. Alors, il y a un autre texte que les confrères oublient un tout petit peu, les caisses, puisque l'article 286.1.3 bis sur les caisses prévoit l'obligation d'archiver annuellement les données de caisse. Hein, donc, ce nouveau texte en vigueur depuis 2018. Bon, voilà, donc les données de caisse également. Et puis après, tous les autres travaux du cabinet, mes rapports, mes bilans, mes trucs, mes bazars, tous mes originaux électroniques, il faut absolument que je trouve un endroit pour les archiver. C'est marrant, hein, chacun a ses références. En 1983, pour vous, c'est un texte de loi. Pour moi, c'était la victoire de Yannick Noah à Roland-Garros. Mais bon, chacun... Ah bah non, alors moi, non, mais c'est pas grave. Ouais, non, mais justement, on en parlera parce que je connaissais très bien Yannick à cette époque-là, voilà, donc pas de problème, je l'ai aussi en tête celui-là. Et lui ne se posait pas la question de l'archivage et surtout les outils. Est-ce que la profession dispose d'outils pour lui faciliter la vie dans ce domaine de l'archivage? Alors, actuellement, d'abord, il nous faut un outil qui s'appelle un système d'archivage électronique. Bon. Donc déjà, ça c'est quelque chose qui va nous permettre de garantir pendant une durée de vie la valeur probante du document électronique. Donc sa pérennité, son intégrité, c'est le truc comme quoi c'est pas modifiable, c'est la base de l'original qu'on a répété plusieurs fois. Sa sécurité, sa traçabilité, son exhaustivité, tout ça c'est fait par un outil qui s'appelle le système d'archivage électronique. Et malheureusement, les équipes actuelles n'ont pas voulu démarrer le jarchive.com parce qu'il manque dans la raquette. Il y a un petit trou, ouais, il y a un petit trou là. On a parlé de jefacture.com. Il nous faut maintenant jarchive.com. Bon, donc il faut être très clair. Ça n'a pas été créé, on en a besoin. Et puis vous voyez, ça y est, on rentre dedans dans le document électronique, on y rentre. Donc la coopérative ECF Service est en train de travailler sur un appel d'offres et qui sera mis en place d'ici la fin d'année. Donc début d'année 2021, les cabinets auront à leur disposition un système d'archivage électronique qui nous permettra un petit peu d'aller conserver sur la durée de vie tous ces éléments et tous ces documents. Est-ce qu'il y a une différence entre ce système d'archivage électronique et le coffre-fort numérique? Est-ce qu'il y a une subtilité qui m'échappe? Oui, un petit peu. Ils sont complémentaires, hein. Donc, c'est-à-dire l'un ne va pas sans l'autre, hein. Quand je vous disais que le coffre du salarié conservait les choses pendant 50 ans, en réalité, il y a le coffre. Je vous ai parlé d'échange entre coffre employeur, coffre salarié. Donc le coffre-fort numérique, sa première fonction, c'est des échanges sécurisés entre plateformes sécurisées coffre-fort numérique ou entre différents coffres-forts numériques. Donc sa première fonction, c'est ça. Il pourra conserver à court ou moyen terme les informations, allez, 1 à 5 ans grand maximum, mais après, il y a des fonctions complémentaires pour assurer un archivage de moyen ou long terme, et là, on va passer par un système d'archivage électronique. Donc dans la pratique, quand on fait du bulletin de paye électronique, pour être très clair, répondre clairement, je vais donc mettre ça dans le coffre-fort numérique d'un salarié, derrière lequel il y a toujours un système d'archivage électronique pour la fameuse garantie des 50 ans, parce que ça, on ne sait pas le faire sans archivage électronique sécurisé. Donc, des outils complètement complémentaires. Parfois, on ne sait plus bien si on est dans le coffre ou si on est dans l'archivage. Chacun a sa fonction complémentaire. Ce sont des briques qui vont s'intégrer pour justement garantir notre sécurité maximale. Alors, c'est une question de mode qui veut savoir si l'expert comptable doit s'équiper d'un coffre-fort ou est-ce qu'il peut travailler avec celui mis en place par le client? Alors, très souvent, il pourra travailler avec celui mis en place par le client. Il pourra échanger entre la plateforme de cabinet, on va parler après des échanges numériques pour faire la quadrature du cercle et terminer complètement, hein. Donc, soit l'expert comptable aura son espace d'échange sécurisé, soit il travaillera sur le coffre de l'employeur et même carrément en matière de paye, de bulletin de paye électronique. Le premier schéma que je vous indiquais tout à l'heure, où on a un coffre employeur
qui alimente les 17 coffres salariés. Je ne sais pas si vous vous rappelez de mon échange de tout à l'heure. Bon, en réalité, ce coffre, il est ouvert et il est manipulé par le cabinet. C'est le cabinet qui y dépose les bulletins de paye. Ce coffre est ouvert au cabinet, il est partagé en fin de compte avec l'employeur qui y a accès, qui va y trouver lui-même ses contrats de travail, ses bulletins de paye, tous ses éléments RH. Voilà. Donc très clairement, le cabinet va partager avec son client ce coffre-fort numérique et à partir duquel il va envoyer dans tous les coffres-forts numériques des salariés, puisque c'est la première application la plus connue. Deux questions. La première posée par Eric. Est-ce que le RGPD ne contraint pas à réduire les durées de conservation? Non, parce que le RGPD ne change pas les lois. On va en parler un petit peu du RGPD après, avec les échanges numériques. Donc, je reviendrai sur la partie RGPD. Par contre, la loi nous oblige à conserver des documents avec une durée de prescription. Donc, j'applique la loi. La plupart du temps, en matière, nous, la profession, on applique des lois et des applications. Donc, non, pas de problème. Autre question, le coffre-fort numérique employeur et les coffres-forts numériques des salariés peuvent-ils être gratuits sur Digipost? Comment, en pratique, le dépôt se fait-il dans Digipost du coffre-fort numérique employeur vers les coffres-forts numériques des salariés? Le coffre-fort numérique du salarié, ça c'est gratuit. Mais le coffre-fort de l'employeur, ça c'est payant. Comment cette prestation se paye-t-il? C'est à chaque fois, Digipost va facturer à l'employeur ou au cabinet, ça dépend qui le met en œuvre, voilà, et qui paiera. Mais donc, on va avoir un prix au bulletin de paye. En général, ça se balade entre 0,40 et 0,60 euros du bulletin de paye pour faire le découpage de mon fichier de 17 bulletins de paye en 17 bulletins de paye séparés, le scellement de cela, le dépôt dans le coffre employeur et le dépôt dans le coffre salarié, tout ça, et la conservation 50 ans, tout ça c'est par un paiement unique qui est fait au moment du dépôt. C'est donc le schéma Digipost avec un schéma, le déposant payant. Est-ce qu'on a fait le tour de ce volet ou pas? Oui, sur les coffres, ils retrouveront dans la présentation un petit schéma. Je crois que le dessin est mieux qu'un long discours, donc ils le retrouveront un petit peu dans la présentation. Donc ça, c'est un petit peu important sur cette partie archivage et coffre. Mais il va nous rester, je pense, peut-être me poser une petite question sur les espaces d'échange sécurisés pour terminer. Oui. Notamment, est-ce qu'il n'y a pas un autre type d'outil que ces coffres-forts, tout simplement? Si, parce que, comme je l'ai déjà dit, ça peut être le cabinet le cabinet va échanger avec ses clients. Et très, très clairement, quand on parle de RGPD en général, la vraie question, c'est rarement dans l'information qu'on traite la problématique RGPD pour nos cabinets, mais plutôt dans la question de ce que l'on échange. Très clairement, il faut oublier d'envoyer des bulletins de paye, pour parler français, par un mail. Si j'envoie au hasard sur une adresse qui n'existe jamais chez mes clients, gmail.com. Bon, dans les conditions de Gmail, c'est marqué que si j'envoie quelque chose avec une pièce jointe, j'ai donné mon accord pour l'exploitation commerciale de la pièce jointe. C'est marqué ça dans Gmail? Ouais, dans les clauses de confidentialité. Ouais, on lit les trucs qu'on lit jamais, là, les 14 pages qu'on lit jamais là, à l'ouverture. La seule que j'ai lue d'ailleurs de CGU complète, c'était celle de Gmail parce que je n'avais pas confiance. Ah ouais. Et je n'ai pas été déçu. Bon, alors, donc, dans la pratique, moi qui suis soumis au secret professionnel et à la confidentialité, à chaque fois que je passe par mail, c'est sur un gratuit, c'est certain, c'est ouvert à exploiter. Bon, pas terrible. Donc, du coup, le cabinet va ouvrir, dernier outil nécessaire, un espace d'échange sécurisé. Vous en trouvez, il y a un prestataire sur le congrès qui en parle. Allez voir Make Company Files, vous verrez un petit peu. Ils font de très beaux produits pour les cabinets. Je ne fais pas de pub, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc, et CJ en a un également. Donc, allez voir. Et Agiris est en train de mettre le sien en place. Voilà, comme ça, j'ai cité tous ceux que je connais qui sont sur le congrès. Voilà, il n'y a pas de jaloux. Mais donc, un qui est spécialisé, le premier que je vous ai cité, voilà. Donc, le principe, c'est de mettre en place un espace sécurisé avec des échanges cryptés, donc ils ne peuvent pas être pris, où le client va avoir des espaces de dépôt, il va déposer toutes ses pièces dessus, et tout ce que je lui rends vont être mis donc sur la zone de remise au client. Donc, tous mes échanges
que ce soit les bulletins de paye, que ce soit les bilans, que ce soit tous les documents à l'intention de mon client, vont passer par cet espace numérique sécurisé, cet espace d'échange sécurisé, hein, pour lequel d'ailleurs, pour permettre un petit peu aux gens de bien comprendre la différence entre l'archivage, le coffre-fort numérique et les espaces d'échange sécurisés, ils trouveront un petit tableau dans la presse qui fait la différence entre les fonctionnalités de ces trois éléments. Verbalement, je ne peux pas le commenter, c'est trop lourd, ça se fait en formation, mais ils le trouveront bien dans l'écrit. Et hop, quatrième annonce pour les supports. Ça, c'est fait. Jean, qui dans les TPE et PME va mettre en place ces processus numériques? Ben, on a l'habitude, hein, c'est toujours les mêmes. Hein. C'est-à-dire que, bah oui, bon, quand on a fait les téléprocédures, les entreprises d'une certaine taille qui avaient un service comptable, qui avaient ceci, qui avaient cela, et les PME, voilà, souvent, parfois, on fait elles-mêmes, on les a aidées à faire, mais dans 90% des cas de figure, c'est l'expert comptable qui fait pour eux. Bon, pour le document électronique, on a vu, et surtout la facture et le bulletin de paye, c'est encore un peu plus compliqué que les téléprocédures, tout ça. Donc, l'entreprise fera peut-être elle-même, mais dans beaucoup de cas de figure, c'est bien nous qui allons le faire. C'est bien souvent l'expert comptable qui, avec son mandat de facturation, son mandat de paiement, va actionner un petit peu l'émission des factures ou des bulletins de paye électroniques, et puis pour le compte de ses clients, au titre de mandat par lequel il va émettre. Donc on a bien, non seulement on fait notre prestation classique, quand je fais la paye par exemple, mais en plus, il me faudra un mandat qui m'autorisant à déposer ou à transmettre dans ce que je ne fais pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on n'envoie pas la paye aux salariés. Donc, très clairement, quand on le fera, il faudra quand même prévoir un petit endroit où le client donne son accord, parce qu'il faut quand même mieux que ce soit lui qui valide ses bulletins de paye avant que je les dépose chez les salariés. Voilà. Donc, il faudra quand même qu'on prévoie une phase où le client va lui-même venir faire sa validation, mais c'est nous qui allons faire le job, bien sûr. Oui. Et le faire payer. Parce que ça fait du travail, c'est ce que j'allais dire. C'est quand même une activité pour l'expert comptable. Bien sûr, bien sûr. Et justement, c'est une activité, et justement, c'est l'objectif. Quand j'avais fait voter à l'époque, en octobre 2000, quand j'avais fait voter jedéclare.com, j'avais dit clairement que toute la démat, tout ce qu'on a commencé à faire et ce qu'on va terminer là maintenant, ça n'avait qu'un seul objectif. C'était pas de se faire plaisir technologiquement, non, c'était rendre l'expert comptable incontournable. Et même à l'époque, j'avais utilisé une expression qu'on m'a un peu reprochée de temps en temps après, disant c'est mettre en place un monopole de fait, là où le législateur risque de nous retirer le monopole de droit. Donc on voit bien comment on se fait souvent gratiner là-dessus. Donc très clairement, le rôle premier de toute cette démat, mon seul objectif depuis 20 ans, c'est de rendre l'expert comptable incontournable, ce qui fait que ça me rend totalement positif sur notre avenir et sur nos 5 prochaines années, puisque en effet, on a plein de jobs à faire. Alors, quelques questions, notamment celle de Damien Cartel, qui nous dit: est-ce qu'on peut espérer un échange automatique par appel SIRET des factures pour les clients d'experts comptables entre experts comptables? Et il complète un peu plus loin en disant qu'il voudrait que jefacture.com devienne la plateforme d'échange de factures électroniques en France, et notamment entre experts comptables. Je dépose, l'expert comptable confrère récupère automatiquement, ça renforcerait la communauté. C'est exactement jefacture.com, c'est fait pour ça, pour bien dire je fais des factures, je les remets à ses destinataires, et éventuellement, si on me signale de les déposer dans le compte de l'expert comptable, bah, elles sont là également. Hein. Quand je dis le destinataire, le ou les destinataires, voilà. Et donc, c'est bien l'objectif de jefacture.com, c'est bien de faire une plateforme complète avec une communauté entre tous les cabinets d'expertise comptable et leurs clients, pour lequel des factures sont soit émises, soit sont collectées, recherchées, pour qu'on ait bien l'ensemble de toutes ces phases et gagner du temps, parce que quand j'ai une facture client qui est émise, nécessairement de l'autre côté, il va y avoir sûrement une entreprise qui va la recevoir. Ça sera une facture fournisseur de l'autre côté, et son expert comptable devra la récupérer. Donc voilà, le but, c'est vraiment de mettre en place
une communauté un écosystème autour des experts comptables. Et c'est bien pour ça qu'une fois qu'on aura fait ça, on aura pris la main complète sur toutes les factures des 2 500 000 entreprises qui passent par un expert comptable. Il poursuit, Damien Cartel, en nous demandant où on en est des partenariats avec les éditeurs de logiciels pour un échange automatique via API, c'est ça? Oui, avec des API. API. Voilà, qu'est-ce que c'est qu'API que je ne quitte pas cette atelier? API, c'est des petits logiciels qui permettent d'automatiser l'interconnexion entre les applications. Donc, en effet, un travail important, c'est de convaincre les éditeurs, de leur mettre à disposition ce qu'on appelle des API, voilà, pour permettre l'interconnexion automatique entre les éditeurs et Je Facture. Il va falloir un petit peu de temps, comme je déclare, il a fallu un petit peu de temps pour que tout le monde se connecte à ça. On y est arrivé. Il va falloir aussi que les experts comptables fassent pression sur leur éditeur pour que l'éditeur s'interconnecte bien à jefacture.com. Alors, une information qui n'est pas une question. Nous avons franchi, au moment où je vous parle, le cap des 1000 clics depuis l'ouverture de ce congrès électronique. Sans doute, votre arrivée sur l'antenne a drainé ce public passionné et on a été jusqu'à, je crois, 160 ou 180 en direct à suivre votre atelier. Une question, où en est le CSO sur la facture électronique? Voilà, ça avance. Je trouve jamais assez vite. Hein, c'est pour ça que j'ambitionne d'y retourner avec nos amis Jean-Luc et Lionel qui vous en parleront. On en parlera dans la table ronde ce soir d'ailleurs, pour accélérer un petit peu les choses, rajouter un jarchive.com également pour avoir un ensemble complet. C'était ce que je m'étais écrit comme programme. On n'a pas pu tout faire dans la précédente mandature. Celle-ci avance un petit peu. Il faut qu'on accélère absolument pour terminer tout. Tout doit être en place pour 2023 au plus tard. Bien. D'autres remarques? Damien Cartel, qui nous a interpellés, nous dit bravo, vous dit bravo, en route vers le monopole de fait avec ECF et l'indépendance numérique. Une autre remarque, est-ce que ça sera gratuit, jefacture.com, comme la promesse d'il y a 10 ans de jedéclare.com? Non, bien sûr que non. Non, il faut bien le financer, mais ça coûte beaucoup moins cher qu'un timbre-poste. Eh oui, quand j'avais créé Je Déclare, j'avais dit il faut que les téléprocédures coûtent moins cher que l'envoi du timbre-poste avec lequel j'envoyais avant mes déclarations. Et en effet, le coût moyen, il est à peu près un tiers du coût du timbre-poste. Catherine veut savoir quand débuteront les formations pour mettre en place jefacture.com. Malheureusement, je ne suis pas au Conseil supérieur, donc j'espère le plus vite possible. Là, ce n'est pas de ma dépendance, je n'y suis pour rien. Éric Maton m'indique que API signifie Application Programming Interface. C'est ça, je suis d'accord, il a raison, il a toujours raison, Éric. Je ne suis pas venu pour rien. Est-ce qu'on a fait le tour du sujet? Est-ce qu'il vous semble que certains aspects de ces documents électroniques méritent des points de vigilance, des mises en garde dans leur application? Est-ce qu'on est en train de parler de quelque chose qui pourrait donner lieu à des contentieux ou pas? Oui, justement, parce que de par ces mélanges de terminologie, on n'a vu rien que sur la facture. On a parlé de deux termes, facturation électronique, facture électronique. Alors, faisant bien attention, c'est pour ça que d'ailleurs j'ai voulu appeler le titre le document électronique, donc ce qui veut dire un original électronique, quel que soit le document. Donc on se posera toujours cette question de l'intégrité, de la pérennité, de la force probante, de la distribution et de la conservation du document électronique. Ce qu'on a appelé le cycle de vie du document électronique. Donc il faut absolument que dans tous ces éléments, la profession se forme, soit bien formée pour bien comprendre toutes ces étapes primordiales pour ne pas se faire justement piéger par des soi-disant factures électroniques. Parce que l'on sait aussi qu'en matière, par exemple, de récupération de TVA, on sait parfaitement que la forme aujourd'hui est presque plus importante que le fond. Et donc, nous allons devoir absolument maîtriser totalement ce que c'est qu'un document électronique. Bien, Jean, vous nous avez éclairé, comme à chaque fois, avec simplicité, l'art de la vulgarisation au sens premier du mot, vulgus, le plus grand nombre. Merci mille fois pour cette contribution. Merci aussi à l'ami Charles Basset qui était de l'autre côté de l'écran et qui gérait les questions, Je le salue. des amis.
Et merci aussi aux équipes techniques, évidemment, Noël Camus. Un grand bravo. Je tiens à souligner, excusez-moi Gabi, je tiens à souligner le travail des équipes techniques qui ont travaillé nuit et jour pour qu'aujourd'hui on puisse faire ce congrès. Et bon, on va avoir un petit peu de mal, mais je me permets de les applaudir pour vous parce qu'ils ont fait un énorme boulot. Et un grand merci à tout le monde. Et je charge Gabi de remercier tout le monde. Je n'y manquerai pas. Cet atelier est visible en replay, évidemment, onglet replay sur l'écran d'accueil. Et puis, vous trouverez dans cet onglet replay l'incontournable document PDF de Jean Saffort qui retrace tout ce qu'on vient de se dire avec des illustrations encore plus claires. Merci mille fois et à très vite pour de nouveaux ateliers. Bonne journée. À très bientôt.